les faits de notre société comme des fatalités décidées par Dieu ou par le diable, mais plutôt les considérer objectivement comme des faits créés par des hommes et qui doivent avoir de conséquences être soignés par des hommes. Donc c'est la logique dans ce combat. Nous sommes à Sibiti aujourd'hui pour une question très essentielle parce que vous savez que le Congo-Brazzaville a expérimenté des épisodes assez cauchemardesques pour que les Africains puissent prendre au sérieux ce qui est en train de s'y dérouler. Et nous sommes là aujourd'hui et nous sommes fiers, comme je viens de le préciser, d'être sur ce plateau spécial pour partager avec toute l'Afrique, le monde entier, les réalités de notre environnement continental. Alors voilà, la présentation a été parfaite tout à l'heure. Nous allons immédiatement entrer dans le vif du sujet. Nous allons d'abord faire le point sur la situation politique au Congo-Brazzaville, décrypter un tout petit peu les travaux du dialogue national sans exclusif. Alors la première question est posée à David, immédiatement après Patrick prendra la parole. Alors David, quel est votre regard critique sur la tenue de ce dialogue, puisque vous êtes là depuis le début de travaux? Est-ce que vous pensez qu'il y a une ferme volonté du gouvernement, du régime en place, de faire évoluer les institutions en tenant ce dialogue au regard du contexte actuel, ou c'est tout simplement du bluff ou de la mascarade à votre avis? D'abord un préalable qui devrait à mon avis nous servir de postulat. Toute constitution est par essence dynamique et donc appelée à évoluer. Et il faut le dire et que ce soit clair. Pour tout le monde, celui qui ne le reconnaît pas est intellectuellement malhonnête. Parce que chaque constitution qui est appelée en d'autres termes loi fondamentale épouse l'ère de son temps, épouse le contexte dans lequel il se meut, épouse la conjoncture qui accourt dans son environnement. Et donc de ce point de vue-là, il faut bien que chaque constitution qui est appelée à être interrogée dans un pays ou dans un autre épouse un certain nombre de paramètres pour pouvoir être interrogée. Mais maintenant, si elle doit être interrogée, cette constitution, elle doit s'appuyer sur le postulat du peuple. En d'autres termes, la modification d'une constitution ou la volonté de revoir ou de révisiter, de révisionner une constitution ne doit pas simplement émaner arbitrairement d'un individu. Fût-il le chef de l'État, celui-ci qui a certes, ou qui représente certes, les institutions de tout le pays, ou qui est le symbole de l'incarnation de toutes les constituantes d'un pays, peut le faire. Mais il doit à tout moment se rappeler qu'il le fait en vertu ou en s'appuyant sur une recommandation essentielle du peuple. Cela étant dit, je me réjouis que vous me posiez cette question et que je sois aujourd'hui à Sibiti pour vivre en direct ces travaux-là qui, comme je l'ai dit dans mon prologue, sont très décisifs pour déterminer la suite politique, l'avenir politique de ce magnifique pays. Pourquoi? Parce que simplement, je ne vais plus refaire l'histoire, Patrick l'a dit de manière amassée, ce pays a connu des épreuves fatidiques. On a connu des milliers de morts dans ce pays. Alors la question est celle-ci. Comment faire pour qu'on ne vive plus ce même cauchemar? Et donc, un dialogue institué comme celui-ci, que par le chef de l'État, arrive à point nommé. Pour réfléchir, nous parlons là de dialogue. C'est-à-dire ce n'est pas un monologue. C'est-à-dire, on dit bien que les fils et filles du Congo doivent réfléchir sur l'avenir politique de leur pays. C'est un dialogue inclusif qui appelle toutes les constituantes, société civile, partis politiques, dans toutes tendances confondues, le clergé, la classe intellectuelle, etc., toutes ces parties-là autour d'une table pour parler vrai. L'activité nationale, est-ce qu'à votre avis, elle était aussi au rendez-vous? Bien sûr, quand on regarde les tendances qui se dégagent dans la salle où se déroulent les travaux, on voit très bien qu'en termes de représentativité, même si celle-ci n'est pas toujours effective à 100% comme on l'aurait escompté, il y a quand même un minimum de représentativité ou de franges ou de... Objectivement. En effet, on peut les lister. J'ai reconnu dans la salle
des députés du centre, des députés de la frange dite de l'opposition radicale. D'ailleurs, le deuxième vice-président du présidium de ces travaux fait partie de l'opposition radicale. J'ai reconnu dans la salle des individualités qui sont reconnues mondialement comme étant des esprits libres. Je citerai nommément le professeur Théophile Obenga, qui est dans la salle. Donc, voilà quelques exemples et je pourrais m'étendre plus longuement là-dessus. Donc, ce que je veux dire, c'est que depuis lundi, on a justement assisté à un déroulé de travaux qui, au départ, nous a semblé timorés. Mais avec la suite des discussions, on a très bien remarqué qu'il y a eu comme un lever de bouclier sur ce que tout le monde attend, à savoir que c'est vrai qu'on a faim de toucher le réel enjeu jusque-là, à savoir la modification de la Constitution. C'est comme si certaines parties ne voulaient pas appeler chacha. Et depuis hier, avant-hier notamment, avec l'une des commissions, les plus attendues d'ailleurs, la commission gouvernance électorale, on a très bien vu qu'il y a eu des débats houleux. Et sans flagornerie, sans dithyrambisme aucun. Et j'ai apprécié, moi personnellement, la qualité des débats où on avait l'impression, manifestement, que les différents acteurs qui prenaient la parole dans la salle n'avaient rien à craindre, disaient ce qu'ils pensaient. D'ailleurs, en certains moments, on a vu des acteurs de cette discussion-là, c'est un membre de l'opposition, vouloir quitter la salle. Ça c'est de bon ton, ça c'est de bonne lutte, ça c'est de bonne guerre. Patrick, est-ce qu'il faut-il apporter des mutations? Parce que David l'a dit tout à l'heure, la loi fondamentale doit être dynamique. Qu'est-ce que vous entendez par dynamisme de la loi fondamentale? Le dynamisme de la loi fondamentale, c'est qu'elle doit s'adapter à son air, à son temps, à son contexte. Hein? Et elle doit évoluer, elle n'est pas statique du tout. Voilà. Voilà. Non, mais écoutez, nous sommes dans la gestion d'un État. Et à partir de ce postulat, il faut comprendre qu'il y a des évolutions qu'il faut observer. Parce que la constitution de janvier 2002, du 20 janvier 2002, est une constitution qui a été mise en place au lendemain de ce qu'on a connu. Vous savez qu'en 1997, ici, dans ce même pays, on a connu énormément de morts. Ça a été consécutif au fait qu'il y avait cette guerre civile entre deux leaders, deux natifs du pays, à savoir Pascal Lissouba et Denis Sassou Nguesso. Et ça nous a entraîné énormément de morts. Et donc, quand on arrive avec une constitution en 2002, c'est une constitution qui est fondamentalement conjoncturelle. Et donc, il y a beaucoup de travers là-dedans, cette loi fondamentale. Donc, il faut absolument faire asseoir le peuple, ça c'est sur le principe. Maintenant, pour pouvoir faire asseoir le peuple et discuter de ce qui va gouverner la vie politique de la nation à l'avenir, il faut toujours considérer que les contradictions doivent mener à des synthèses réconciliatrices pour faire avancer la société et non par la dictature de la pensée unique ou alors par l'exclusivisme. Et c'est pour ça que je trouve le bien fondé de l'organisation d'un tel dialogue. Maintenant, vous êtes certainement en train de parler de l'opportunité de ce dialogue. Dans le sens que pendant le premier mandat, par exemple, on pouvait vouloir changer cette loi fondamentale, mais pourquoi cette loi fondamentale intervient pratiquement au moment où le président est pratiquement sortant? Oui, mais c'est une question politique là. Vous savez que la gestion d'un pays relève de la politique. Et donc, lorsque on s'engage dans un parti politique, on a deux missions. Conquérir le pouvoir et le conserver, vous comprenez? Et donc c'est pour ça que l'opportunité politique peut se justifier. Il est en train de sortir, puisqu'en 2002 on a produit une constitution là qui a mis en place un certain nombre de verrous, notamment sur la limitation des mandats présidentielle, et c'était notamment l'article 57 qui limitait les mandats à 7 ans renouvelables une fois. Et donc on s'est retrouvé avec le premier mandat et que le deuxième mandat est en train de s'achever. Et donc il est bien normal que des esprits conscients et sensés puissent interroger et questionner l'opportunité de ces travaux. Mais je continue de dire que le dialogue est nécessaire pour apporter les retouches. Il n'y a pas une date précise qu'il faut fixer, il n'y a pas un calendrier pour pouvoir définir la mise en place d'un dialogue
pour faire évoluer les institutions. Et donc, pendant ce dialogue, il y a des tendances qui se sont définies. On a parlé d'une grande majorité qui a été, puisqu'il y a eu 3 tendances, c'est-à-dire ceux qui étaient pour le changement, il y a ceux qui étaient pour la révision, et pour le premier cas, c'était une grande majorité. Pour le second cas, la révision, c'était une tendance qu'on a dit minoritaire, et la troisième tendance également qui était minoritaire était pour le statu quo. Et donc maintenant, puisque l'objectif recherché dans ces travaux, c'était le consensus, c'est-à-dire qu'il fallait rapprocher, puisqu'il ne c'est pas l'unanimisme, voilà, donc il fallait rapprocher les tendances afin de trouver le juste milieu et que chacun sorte en un seul morceau. Donc on s'est retrouvé dans ce consensus-là qu'on est en train d'envisager. Nous sommes en train de parler là, avant même, puisque c'est aujourd'hui qu'on va avoir le communiqué final, mais bon, nous avons quand même déjà la lecture de ce qui va se produire, c'est-à-dire le consensus, qui a mené au retour vers le propriétaire exclusif du pouvoir qui est le peuple. Donc il faudra passer par un référendum pour valider si ces institutions doivent évoluer dans le sens qu'on a évoqué, c'est-à-dire aller toucher les Afriques, parce que c'est fondamentalement cela. Au souverain primaire également a soulevé des contestations dans la salle. Apparemment, l'opposition n'est pas d'accord à cette façon de voir les choses. Oui, tout à fait, c'est ça qui fait le dynamisme de la démocratie. Donc j'ai dit qu'on n'est pas dans l'unanimisme, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas rentrer dans ce que j'appelle le conformisme ambiant. Il faut bien qu'il y ait des voix discordantes qui se lèvent pour qu'on sente qu'il y a la dynamique de l'opposition des idées, puisque c'est ça qui produit en fait finalement les solutions constructives. Vous comprenez? Et donc c'est ce qu'on a vu hier dans le cadre normal des discussions qui doivent permettre de trouver la plateforme qui gouverne le développement d'un pays. Il faudrait bien qu'il y ait ces éclats de voix et tout ça là, qui est pour consolider justement qu'il y a débat. Et donc on a abouti à ce consensus et maintenant effectivement il faudrait qu'on sache que le peuple doit toujours être au centre des préoccupations, des orientations et des intentions politiques des acteurs politiques. J'ai l'habitude de le dire. Ça veut dire qu'on ne s'engage en politique rien qu'en vertu du fait que le peuple existe. Parce que si le peuple n'existait pas, la politique n'existerait pas. Donc tous ceux qui s'engagent en politique doivent avoir dans leur conscient et leur subconscient que tous les actes qu'ils vont poser doivent être absolument en adéquation avec les aspirations profondes du peuple, dont ils tiennent le mandat sur le principe. Et donc ça s'adresse à la fois au chef de l'État, celui qui tient le pouvoir, et à ceux qui s'appellent les membres de l'opposition, parce que vous savez, dans notre environnement, malheureusement, nous avons des paysages politiques où vous avez un multipartisme numérique, c'est-à-dire plusieurs partis politiques, mais qui n'admet pas de pluralisme politique, c'est-à-dire d'idéologies qui s'affrontent, et qui consolident plutôt le monolithisme pluriel. Donc vous avez des gens qui contestent dans la journée et pourfendent un adversaire, notamment celui qui est au pouvoir, et puis dans la soirée, ils vont recevoir des enveloppes ou bien, je sais pas, des straponteurs, et ils reviennent avec la même rengaine le lendemain, et la principale victime de la prise en otage des rois du pouvoir par ces charognards politiques, ça reste le peuple. Donc il faut faire très attention avec ça. Une constitution doit évoluer. Il faut regarder plutôt la pertinence avec tout ce qu'on vient de ramasser pour ce premier jet, de l'opportunité d'un tel travail, d'un tel dialogue. D'ailleurs, vous et moi avons fait le déplacement pour essayer de comprendre. Bon, pendant tous les débats, on a compris qu'il y avait la nécessité de revoir un certain nombre de choses, et je reprécise que sur l'opportunité, il n'y a pas de calendrier défini pour organiser un dialogue avec ses frères pour pouvoir faire évoluer les institutions. David, quand on regarde la situation, quand on regarde la politique africaine, certains pays africains, notamment le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda, on constate que le problème avec nos constitutions, c'est la limitation de mandat. Et l'alternance politique pose aujourd'hui problème. Est-ce que quand on veut aujourd'hui pratiquement changer les constitutions africaines, l'objectif c'est de vouloir déverrouiller ou ne plus limiter les mandats de président? Et c'est cela qui pose problème aujourd'hui. Ce n'est pas tout simplement aujourd'hui de vouloir faire avancer les choses, la démocratie, le développement, mais on vise la pérennisation, si vous voulez, de présidents au pouvoir. Je l'ai presque dit tout à l'heure dans mon prologue. Je l'ai dit, notamment en rappelant qu'il n'était pas nécessaire qu'on essaye de déverrouiller quelques articles de la Constitution simplement parce qu'on voudrait enlever le verrou qui limite les clauses d'une Constitution, qui limite le mandat présidentiel pour un individu. À ce niveau-là, ce serait effectivement malsain. Il faudrait, Patrick l'a rappelé une fois de plus, que la Constitution soit interrogée pour épouser l'ère
de son temps. Il y a une constitution dans ce pays qui s'appelle le Congo-Brazzaville, qui est celle de 2002, qui a été une constitution conjoncturelle, parce que simplement ce pays revenait de la guerre. Et donc il fallait trouver une espèce de loi fondamentale qui puisse au moins être une espèce de règle de jeu, qui devrait au moins mettre en accord parfait tous les acteurs, une espèce de consensus minimal. Et donc on l'a eu, et maintenant, est-ce que 14 ans après, celle-ci répond toujours aux exigences contextuelles de l'heure? C'est pas à moi de répondre à cette question, c'est au peuple congolais. Vous parlez de la RDC, là-bas il y a la constitution du 18 février 2006 qui est encore là-bas et qui elle-même a été érigée à la suite de longues épreuves de crise de ce côté-là. Et donc, de ce côté, il faut également voir si les acteurs politiques qui représentent des tendances populaires voient en cette modification qui pourrait arriver l'opportunité nécessaire de la réinterroger et de la resoumettre pour l'actualiser aux besoins de l'heure. Ça revient au peuple de RDC également. Donc, tout ceci pour dire que, et là je réponds directement à votre question, l'interrogation d'une constitution ne doit pas simplement être un fait arbitraire d'un individu. Et donc, il faudrait simplement que les constituantes se réunissent pour voir si celle-ci épouse encore l'ère de son temps. Mais maintenant, ce que je voudrais manifestement dire, c'est que oui, il y a une tendance assez factuelle aujourd'hui depuis au moins 5 ans, qui veut que, on l'a connu au Cameroun, hein, avec la modification de la Constitution qui a simplement ôté le verrou de la limitation du nombre de mandats présidentiels. On vient de le voir au Rwanda. On le voit dans pas mal de pays, notamment en Afrique francophone, ça devient récurrent. C'est une solution pour l'Afrique, à votre avis? Est-ce que c'est une solution pour l'Afrique? Je ne pourrais pas répondre péremptoirement à cette question. Mais ce que je peux dire, c'est que partant sur le principe, je sais que toute constitution est appelée à être dynamique. Mais maintenant, est-ce qu'on peut avoir une espèce d'élément mesurable pour lire de la bonne foi de celui qui appelle ses concitoyens ou ses compatriotes à interroger cette constitution-là, à savoir les chefs d'État généralement, qui convoquent soit des dialogues nationaux, soit des discussions directes, comme on l'a vu au Congo, au Congo-Kinshasa. On a vu là-bas des dialogues directs, des discussions directes avec un ensemble de partis politiques, de membres de la société civile, de la classe intellectuelle, etc. Est-ce que c'est fait de bonne foi? Là, on ne pourrait pas faire un procès d'intention. Mais simplement, allons-y sur le principe, pour ne pas faire un procès en sorcellerie, allons-y sur le principe et regardons simplement si ces constitutions-là épousent encore l'ère du temps et si elles s'adaptent encore à nos environnements sociaux, politiques, économiques, culturels, pour pouvoir aménager un certain nombre de pans de celle-ci et voir effectivement si on peut encore continuer à se mouvoir dans ces constitutions-là. Pour sortir, je dirais que il est quand même important, il est très important que les peuples africains, au-delà d'avoir des constitutions friperies, de se constituer d'abord en peuple, avant véritablement de poser des constitutions. Un peuple qui ne se constitue pas ne peut pas trouver un prétexte de constitution friperie pour pouvoir le prendre ou la prendre comme un postulat et se reconnaître en celle-ci, si elle n'a pas préalablement constitué ce peuple-là. Parce que le peuple s'appuie sur une constituante. Et c'est par les constituantes que le peuple se constitue en donnant naissance à une constitution maintenant qui reflète les volontés et les aspirations de toutes les parties et de toutes les représentations
qu'on peut trouver dans des pays aussi complexes comme les nôtres en Afrique, notamment francophone. C'est très important de le rappeler. Voilà. Alors, j'aimerais quand même que l'on parle ici de l'alternance ou des alternances connues par exemple en Côte d'Ivoire, au Sénégal, pratiquement avec l'arrivée de nouveaux présidents. Est-ce que cette alternance signifie, je dirais, l'apparition d'une nouvelle société idéale, à votre avis? Pour mieux comprendre cette histoire, il faut rentrer dans l'histoire de l'Afrique francophone pour comprendre que il y a eu une histoire en 56, c'était le 23 juin 1956. Gaston Defferre, qui était un fonctionnaire de l'Élysée en charge des questions africaines, il a sorti ce qu'on appelle la loi cadre. La loi cadre parce que vous aviez des indépendantistes au Cameroun comme Oumniobé, vous aviez des Lumumba, vous aviez des Boumidjel à l'Algérie pour le FLN, donc qui est en train de revendiquer les indépendances. Parce que je précise d'abord rapidement que l'indépendance c'est l'auto-administration du peuple par lui-même en considération de ses seuls intérêts. C'est la pleine capacité de l'information, d'organisation, de décision, d'action, d'évaluation, de contrôle et de sanction. Alors, il a sorti cette loi cadre et comme on sortait d'une longue tutelle, d'abord un mandat après cette histoire de la SDN au-delà de la Première Guerre mondiale, ensuite les Nations Unies, donc il fallait absolument que les peuples s'autodéterminent. Et donc, puisque vous aviez la mère patrie assassine qui était la France, qui ne voulait pas un seul instant que les peuples s'affranchissent de la tutelle de cette mère patrie, eh bien, ils ont mis en place des mécanismes pour empêcher que le peuple puisse s'autodéterminer. Je précise qu'en 1943, c'était en novembre 1943, Franklin Delano Roosevelt, qui était le président des États-Unis à l'époque, a fait venir à New York, c'était à New York, De Gaulle, qui était lui président de la France, puisque la plupart des combattants qui ont aidé la France à échapper au nazisme allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était les combattants africains. C'était les Algériens, c'était les Tchadiens, c'était les Sénégalais, c'était les Camerounais, etc. Donc, en étant revenu, De Gaulle, Roosevelt, qui était un anti-colonialiste, a fait appel à De Gaulle pour lui demander de faire un geste. Et puis cela a été renforcé par la mise en place de cette charte des Nations Unies qui devait consacrer la liberté des peuples. Vous comprenez? Et donc, puisque De Gaulle n'avait pas cette volonté-là, puisque la France devait continuer de se servir de ses colonies pour pouvoir exister dans le concert des nations et sur la scène internationale, eh bien, ils ont produit cette loi cadre en 1956 qui présentait l'image d'autonomisation des États d'Afrique francophone, alors que c'était une autre variable, l'État sous tutelle. Et justement, en 1957, Michel Debré, qui était le premier ministre de Gaulle, a dit à Léomba, qui était lui le premier ministre du Gabon à l'époque, à Paris, ce sera l'indépendance avec les accords de coopération ou pas d'indépendance du tout. Le décor était planté. Tous les premiers ministres disséminés dans le déploiement du fameux précaré ont dû parapher ces accords uniques avant d'annoncer que le pays était libre et indépendant. Pour le cas du Congo-Brazzaville, puisque nous y sommes... Une indépendance au modèle occidental. Exactement. Et pour le cas du Congo-Brazzaville, puisque nous y sommes, à Brazzaville, ont été amenés et trimballés ici Fulbert Yulou, qui était le premier ministre de cette époque-là, au Congo-Brazzaville. On a pris Tombalbaye du Tchad et puis on a pris David Dako de la Centrafrique. Les trois sont venus ici au Congo, Brazzaville, pour signer ces accords uniques, avant d'annoncer chacun respectivement pour son pays l'indépendance de façade. Vous comprenez? Et donc les espoirs, c'est-à-dire ce sont des indépendances, ce sont des États morts-nés. Parce que vous avez là des États qui arrivent sur la base des contrats qui ont été signés par des hommes qui n'avaient ni la légitimité ni la légalité d'engager nos pays dans ces accords uniques, puisque nous étions des États sous tutelle. Nous n'étions pas des États souverains, puisque ça s'était signé entre des États sous tutelle et un État souverain qui était la France. Donc c'est la conscience africaine par rapport à ça. Est-ce que le panafricanisme est conscient de ça? Et c'est justement pourquoi nous sommes là, vous et moi. David et moi sommes ici devant vous, parce que nous sommes en train de vouloir développer, faire développer dans l'esprit des Africains une autre façon de voir et de concevoir l'auto-administration du peuple, vous comprenez? Et donc, c'est par là que tout ça est parti et nous avons eu ces accords de coopération qui ont donc formalisé, avorté et anesthésié les espoirs des peuples africains, puisqu'il faut dire à la conscience africaine ce que les accords détenaient en substance, c'est que le premier accord devait faire que nos politiques devaient être déterminées par la mère patrie, la France, c'est-à-dire qu'aucun acte majeur ne pouvait être pris sur le plan politique sans s'en référer à la France. Même pour nommer un gouvernement, on s'appuyait sur la France pour qu'elle mène des enquêtes sur les hommes afin qu'ils appartiennent au gouvernement.
Le deuxième accord, nous y sommes aujourd'hui, puis ça c'est visible, c'est le franc CFA qui devait être battu pour nos États, qui est toujours battu en France. Et donc le troisième accord, c'est l'orientation, la détermination de nos programmes scolaires à tous les niveaux. C'est pour ça que vous n'allez pas trouver un élève de terminale, aucun étudiant à l'université ne peut vous expliquer quelles sont les atrocités qui ont eu cours pendant la conquête des indépendances. On ne vous parlera jamais des leaders, des nationalistes qu'on a connus dans l'histoire, mais on vous parlera de Oumyobé, Janda, on vous parlera de Charles tout ce que vous connaissez là-bas. J'ai même du mal à prononcer ces noms-là. Donc voilà. Et donc vous aviez un quatrième accord que la France devait disposer dans le trésor public français d'un portefeuille appelé compte des opérations de 100% de nos réserves d'échange. Ça veut dire que lorsque nous vendons en Belgique et que la Belgique veut régler la facture passe par la France, qui retire 100% et contrôle exactement tout ce qu'ils peuvent nous envoyer comme aide ici. Mais ça a évolué en 72 et en 73, 72 à Brazzaville, 73 à Dakar, pour les États de l'UMOA, à 65%. Aujourd'hui, nous sommes à 50%. C'est bien historiquement de nous raconter comment renverser la tendance. Non, puisque vous êtes en train de parler de l'alternance, je voulais d'abord faire cette présentation pour arriver sur l'alternance, pour dire que la plupart des pays du monde se revendiquent la démocratie parce qu'elle recouvre un ensemble de valeurs. Ça, c'est comme ça que c'est pensé chez eux. C'est-à-dire état de droit, respect de la loi, séparation de pouvoir, alternance au pouvoir, équité, etc. Mais maintenant, ces choses-là, est-ce qu'elles sont adaptées au contexte? On parlait tout à l'heure de contexte africain. Est-ce que les Africains étaient déjà suffisamment préparés pour s'autodéterminer et plutôt encaisser ces modes de gouvernance qui sont traditionnels sur l'espace occidental? Non. Nous avions des sociétés qui se développaient sur la base du respect du chef, mais on est venu placarder cette histoire ici. Mais pourquoi? Parce que la France a combattu, toléré et provoqué les coups d'État en Afrique en conformité avec le degré de docilité de nos leaders vis-à-vis des intérêts. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec eux pour piller votre pays, on vous protège contre toute rébellion. Et si vous n'êtes plus en odeur de sainteté avec les gars, vous créez une rébellion, vous dégagez et mettez en place un compatriote plus docile. Vous comprenez? C'est ça donc qui gouverne. Lorsque l'Occident aujourd'hui fait pression sur un départ d'un président, oui, parce que l'Occident ne trouve plus ses intérêts. Exactement. C'est exactement de ça qu'il est question. Et donc, aujourd'hui, nos chefs d'État sont des irresponsables systémiques sur le plan de la gestion opérationnelle. Parce qu'ils n'ont véritablement rien à décider en réalité, parce que vous avez affaire à deux groupes de personnes, c'est les concepteurs du système et les animateurs du système. Les animateurs du système sont, eux, choisis par les concepteurs du système. Donc, concentrer notre attention ou alors notre acharnement sur les animateurs du système, ce serait nous perdre de direction à donner à nos colères. Parce qu'ils font exactement ce qui leur a été sécrété par les concepteurs du système. Donc vous ne pouvez pas arriver dans un village. Vous trouvez qu'il y a un arbre qui crée des problèmes dans un village et pour pouvoir s'attaquer au problème, il faut couper les branches et dégager les fruits. Les branches vont repousser, les fruits vont revenir. Il faut plutôt dessoucher l'arbre, le déraciner pour s'y construire le problème. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il est question d'amener les chefs d'État à la conscience que les peuples commencent à comprendre exactement l'environnement et qu'il faut nécessairement travailler. Oui, mais le peuple aussi. Mais qui pense que le soutien doit venir de l'Occident. Non, et comprenez, écoutez ça, Floride. Le peuple est la victime. Pourquoi? Parce que les animateurs du système ont pour mission d'encadrer l'analphabétisme, l'inculture politique généralisée des masses. Et vous pouvez arranger votre voiture, le mécanicien a besoin d'identifier la panne. Si le peuple n'est pas capable d'avoir les outils pour établir le diagnostic de son environnement, il ne saura pas où aller, donc il ne peut pas sortir. Et il va prendre des choses. Voilà, donc il faut que ces gens comprennent que les peuples sont prêts à les supporter chaque fois qu'ils vont être en adéquation avec les aspirations du dit peuple. Et c'est pour ça que l'évolution d'une constitution ne doit pas, sur le plan du principe, et la constitution doit évoluer, c'est normal, parce qu'elle n'est pas statique, mais dans le sens exclusif de l'amélioration des conditions de vie des populations, non pour aider à un individu à rester au pouvoir, puisque ça a sécrété donc des gens qui entretiennent le fond de spectacle permanent de populations sans peuple, des nations sans vie nationale, d'indépendance sans souveraineté, mais surtout de démocratie qui se brise constamment en morceaux face à des hommes déterminés à se fossiliser au pouvoir. C'est ce que cela a produit, donc il faudrait que cela puisse prendre une direction différente aujourd'hui. La fin d'un régime ne signifie pas l'apparition d'une société nouvelle, d'une société idéale comme on le pense. Mais pas du tout. Pas du tout. Cela tire ses origines très loin dans l'histoire, parce que pour le cas de l'Afrique francophone, c'est pathétique. Et quand vous avez suivi la description faite par Patrick Sapak, vous comprenez que nous ne sommes pas près de sortir de l'auberge. Surtout quand vous voyez le degré d'irresponsabilité avec lequel font montre un certain nombre de chefs d'État aujourd'hui, qui n'arrivent pas à poser les vrais problèmes. Il y a des piliers qui nous amènent droit vers la souveraineté.
le problème de la monnaie. La monnaie est un instrument de souveraineté aujourd'hui. Il faut que ceux des pays d'Afrique francophone qui continuent à utiliser le franc CFA par exemple comprennent, et j'aime souvent utiliser une allégorie là-dessus, c'est comme un artiste qui a produit une œuvre de l'esprit et et dont il voit l'exploitation être faite par quelqu'un d'autre. Alors lui, cet artiste attend simplement les droits d'auteur. Aujourd'hui, le fait que les pays d'Afrique francophone utilisent le franc CFA, ils continuent de verser les droits d'auteur à la France. Ça devrait déranger tout homme sensé qui est soucieux des véritables indépendances de son continent, de son pays, des pays africains. Pourquoi? Je vais citer quelqu'un, celui d'ailleurs qui a forgé le terme de néocolonialisme. Beaucoup de gens le disent souvent comme ça, comme des perroquets, mais ne connaissent pas celui qui a forgé cette expression et qui y a mis un contenu. Le père de cette expression, c'est Kwame Nkrumah. Quand Kwame Nkrumah revient de l'Europe, de l'Occident, en 1948, il apporte ce qu'on va appeler le panafricanisme politique. Et il va écrire un ouvrage qui est intitulé L'impérialisme, le néocolonialisme plutôt, dernier stade de l'impérialisme. Ça, c'était cet ouvrage-là. Oui. Le néocolonialisme, virgule, dernier stade de l'impérialisme. Et là, il définit ce que c'est que le néocolonialisme. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'essence du néocolonialisme, c'est que l'État qui y est assujetti est théoriquement indépendant. Il possède tous les attributs de la souveraineté. Il a un drapeau, un hymne, tout ce que vous voulez. Pourtant, son économie et par conséquent, sa politique sont manipulées de l'extérieur. En d'autres termes, c'est l'économie qui donne un contenu substratif aux politiques. Or, l'économie, c'est quoi ici? C'est l'instrument de souveraineté qui représente la superstructure, qui est la monnaie. Et ça, Tchoundjan Pouemi, le brillant professeur assassiné, Tchoundjan Pouemi, le Camerounais, il le dit dans son ouvrage Monnaie, servitude et liberté, la répression monétaire en Afrique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la superstructure monétaire précède l'infrastructure économique et sociale. En d'autres termes, si vous n'avez pas votre propre monnaie, n'aspirez même pas au développement. Le développement... Ça veut dire que lorsque l'on organise des cérémonies d'indépendance ici en Afrique, ça et là, ça vous fait rigoler. Nous sommes là dans un vaste bluff, doublé d'esbrouf. Il faudrait que le siècle s'arrête. Et ça a trop duré. C'est pour cela que vous verrez que dans ces cérémonies, qui en réalité sont des tragicomédies, beaucoup de nationalistes vrais viennent et pleurent. Parce qu'ils connaissent exactement que nous sommes là dans un siècle où on présente des auréoles, où le caractère festif est mis en avant, mais où les véritables questions ne sont pas posées. Il faudrait qu'on apprenne à poser des vraies questions, à interroger les vrais pendants qui donnent matière à la souveraineté. Aujourd'hui, nous continuons à nous complaire dans une posture qui pourtant nous a déconstruits. Il faudrait aujourd'hui s'armer de témérité donc, et de courage pour parler vrai face à ceux qui continuent de s'offusquer, qui s'érigent aujourd'hui en donneur de leçons, je parle de l'Occident, qui s'érigent en donneur de leçons universelles, au travers d'ailleurs de leurs médias, France 24, RFI et Téchéra, qui nous servent à longueur de journée de la plus mauvaise information possible. Beaucoup n'ont pas encore compris, mais beaucoup comprennent aussi déjà le bien fondé de communiquer à partir des médias nationaux, des médias africains. Beaucoup n'ont pas compris que le fait d'avoir bu ces médias-là, je dis bien qu'on a bu ces médias-là, nous a transformés en des hommes interrupteurs. Vous savez ce que c'est qu'un homme interrupteur? C'est-à-dire, regardez l'interrupteur dans votre chambre. Vous allumez, vous éteignez. Vous allumez, vous éteignez. En d'autres termes, vous donnez la lumière quand vous voulez qu'il y ait la lumière. Vous mettez du noir quand vous voulez qu'il y ait du noir. Donc, si je veux que vous réfléchissiez, je vous arrose de la plus mauvaise information. Ceci, les experts en psychologie disent que si pendant 2 heures de temps, on vous fait passer la même information, c'est-à-dire que je viens vous dire que votre femme est dans un complot qui vise à vous assassiner demain matin. Je vous le dis, je vous répète cette information pendant 2 heures. C'est-à-dire, à tout moment, je viens vous le marteler. Le soir, quand vous rentrerez chez vous, vous vous retrouverez en train de battre
de taper dessus votre femme, votre épouse, sans lui donner aucune raison, simplement parce qu'il y aura en subconscient une information que vous aurez reçue de David qui a passé le temps à vous marteler que votre épouse est une espionne. Donc c'est comme cela. C'est pour cela que quand vous écoutez un média comme RFI ou France 24, toutes les 20 minutes, la plus mauvaise information revient. Écoutez, alors au Congo-Brazzaville, il y a eu ceci, il y a eu 20 morts et tout ça. Vous allez à RDC, alors à RDC, il vient d'y avoir 40 000 morts, etc. et tout. Et là, l'objectif c'est quoi? Développement, tout ça. C'est comme ça que ça, je vous explique le modus operandi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, après vous avoir arrosé de cette mauvaise information-là, tout de suite, le citoyen qui lui est fan de RFI, de France 24, et qui pense que la bonne information ne peut venir que de là. Ça, c'est la prolongation du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire l'oppressé qui se prend d'amour de son bourreau. Voyez-vous? Et qui pense que son bonheur ne peut venir que du bourreau. Alors il aime écouter RFI, il aime écouter France 24, il aime la peau blanche devant lui. Ça nous renvoie à Frantz Fanon. Le noir a deux dimensions. Une dimension avec son congénère, une dimension avec le blanc. D'ailleurs, quand il cause avec le blanc, il change d'accent. Alors, vous savez, moi, quand j'étais à Paris et tout, il ne vous aligne pas 3 phrases complètes, sans dire que quand il était à Washington, quand il était aux Champs-Élysées et tout, nous sommes là dans une déconstruction psychanalytique qui demande une vraie analyse psychanalytique. Je parle bien d'une analyse, une approche psychanalytique pour soigner les nègres. Et donc, ceci dit, il faudrait que nos chefs d'État en premier comprennent que ces médias nous ont fait trop de mal et ont simplement contribué à légitimer la posture et les politiques des leurs pour pouvoir nous asservir et maintenir les leurs dans une position hégémonique, les ériger en hégémons et nous asservir pour que les nègres restent, je dis bien nègres, les nègres restent nègres et continuent de voir le blanc, l'Occident comme Dieu, le paradis. Est-ce que vous avez la même appréhension aujourd'hui, la même perception de la façon dont les médias étrangers traitent l'information? On va prendre un cas précis. Nous sommes ici à CBT lors des travaux. Vous êtes sur RFI par exemple. On ne donne pas la vraie information, on ne vous donne pas le contenu de ce qui a été fait, mais on ne vous parle que de la participation ou de l'absence flagrante d'ailleurs de l'opposition radicale. On dit qu'un dialogue qui se tient sans l'opposition carrément. Oui, c'est ce qu'on appelle le matraquage médiatique dans le modus operandi qu'expliquait David au niveau de l'Occident. Ici, ils sont plus dans l'alimentation des ingrédients conflictogènes, alors qu'il faut plutôt rassembler pour essayer de construire, vous comprenez? Et les médias qui sont le 4e pouvoir devraient y participer, si on est sincère. Ils ne le font jamais. Vous allez partir du Congo-Brazzaville, vous allez retrouver ce qui s'est passé en Guinée, Conakry, où Dadis Camara a été le premier à être surpris d'avoir les morts au stade. Vous comprenez, puisqu'on a instrumentalisé les images de ce qui s'est passé au Rwanda pour venir jeter des cadavres au stade et placarder ça dans le subconscient des Africains et considérer que Dadis Camara était... Monté de toutes pièces. Exactement. Ce qui s'est passé avec Kadhafi en Libye. On a pris des images d'Irak et d'Afghanistan et en Côte d'Ivoire, les exemples sont légion. Mais ça, c'est relayé par une presse qui est fondamentalement à la solde des milieux occidentaux. Vous comprenez? Et vous parlez de la responsabilité des dirigeants. Vous savez, il y a un Français qui disait, écoutez, les dirigeants d'Afrique francophone sont d'une bizarrerie incroyable. Étant la race la plus méprisée par la France, ils sont les premiers à voler toujours au secours de leur bourreau français pour relayer le syndrome de Stockholm que David expliquait tout à l'heure. Parce qu'on a assisté à ce qui s'est passé avec les journalistes de Charlie Hebdo, malgré tout ce qu'on a déjà dit sur la vassalité des États africains vis-à-vis de cette France. On a vu des chefs d'État qui sont allés pleurer là-bas, d'autres même se sont enroulés au sol pour pouvoir témoigner de leur solidarité à la France, alors que le Cameroun est en train d'expérimenter des incertitudes avec Boko Haram et ce qui se passe un peu partout, on ne les voit jamais venir. Même envoyer, voilà, vous comprenez? Donc ça devient difficile. Et pour revenir sur l'élément central dont David parlait tout à l'heure, la monnaie. Vous savez que lorsque vous avez votre voiture, il y a quelqu'un qui décide de vous donner le carburant dans votre voiture et il détermine la distance que vous allez parcourir avec votre voiture et il détermine le programme de déplacement de votre voiture et donc vous n'êtes pas libre de gérer votre voiture. Vous comprenez? C'est exactement cela. L'indépendance politique d'un État entraîne directement la souveraineté monétaire.
monétaire. Parce qu'il y a 4 piliers pour garantir la souveraineté d'un État. Il y a la sécurité extérieure, c'est la diplomatie et la défense nationale. Vous avez la sécurité intérieure, c'est la police et la loi. Vous avez en 3e ressort la justice. Et puis en 4e ressort, vous avez les finances publiques qui sont ramassées dans la collecte des impôts et puis le contrôle des marchés financiers. Vous ne pouvez pas contrôler efficacement les 4 si vous n'avez pas votre souveraineté monétaire. En d'autres termes, vous ne pouvez pas mettre en place une politique économique durable, probante et efficace si vous n'avez pas votre souveraineté monétaire. Et c'est donc à partir de là que nos chefs d'État, s'ils se complaisent dans cette situation, sont les seuls à tirer les dividendes de ces rapports iniques et sans consistance avec les milieux coloniaux, les milieux occidentaux. Donc il est temps pour que des dirigeants qui savent encore raison garder puissent sortir de cette passe-là pour se mettre avec leur peuple, parce qu'il n'existe aucune armée suffisamment puissante capable de vaincre un peuple déterminé. Vous comprenez? Mais pour que le peuple soit déterminé, il faut qu'il soit conscientisé par rapport à sa situation. Et on retrouve là donc 4 piliers. Je reste sur le premier, c'est-à-dire celui de la communication. C'est la conscientisation, la sensibilisation, l'information, l'éducation et la formation hardie des masses pour qu'elles comprennent exactement quel est leur environnement afin de s'attaquer ou vous poser les vraies questions, parce que l'Afrique a besoin des réponses. Les capitalistes nous ont imposé ce que vous appelez la mondialisation et la globalisation. Ce sont des concepts qui expriment la tendance à la convergence, à l'intégration des économies contemporaines et interpellent tous les pays du monde. Nous ne saurions rester à la marge d'une telle évolution. Il faut mettre en place des ressources, mettre en place des procédures, des outils, des compétences pour garantir la compétitivité de nos économies à l'échiquier international qui est caractérisé par l'intensité des rivalités et la brutalité de la concurrence. Ça veut dire tranquillement qu'il faut qu'on s'oriente davantage vers le renforcement de nos capacités managériales et infrastructurelles pour non seulement s'arrimer à la nouvelle donne économique internationale, mais surtout être compétitif sur les marchés internationaux, dans les marchés internationaux. Donc ça nécessite de mettre en place des systèmes éducatifs qui soient adaptés, parce que le premier facteur au taux introduit de la croissance, c'est l'augmentation de la population active avec l'amélioration de sa qualification. Mais dis donc, est-ce que nous avons des peuples qui sont formés pour tenir les enjeux de nos économies, les exigences de nos économies? Non. Parce que nos systèmes éducatifs, au lieu d'être des moteurs du développement, sont des foutoirs où les jeunes vont se balader et sortent avec des parchemins qui ne leur donnent pas les coups de France nécessaires pour établir le mariage efficace entre l'académique et le professionnel, et donc sont spécialisés pour le chômage. Donc il faut comprendre exactement toutes ces choses-là, parce que vous avez par exemple le système LMD, licence, master, doctorat. Vous allez trouver des dirigeants en Afrique qui vous disent que l'objectif c'est qu'à chaque étudiant corresponde un emploi. C'est tranquillement faux. L'objectif du LMD, c'est qu'à chaque étudiant corresponde une entreprise. Ce sont des créateurs d'entreprises. Et vous voyez les mutations technologiques que nous avons dans le transporteur Boeing. Ce sont les étudiants qui les travaillent en laboratoire, en recherche. Vous comprenez? Donc il s'agit d'une volonté politique réelle, mais des gens qui ont de la vision, parce que la vision c'est la perception dans l'imaginaire de ce qui n'existe pas, et qu'il faut sortir de l'abstrait pour rentrer dans le concret afin d'arriver dans des choses constructives. Mais puisque vous avez des gens qui n'ont pas de vision et qui sont à la tête de ce que j'appelle des partis administratifs, qui ne sont pas des partis politiques, puisque la différence entre un parti administratif et un parti politique, c'est que le premier s'adosse sur les instruments d'État pour gouverner. C'est ce que vous avez sur la plupart des États d'Afrique francophone. Et je termine avec le parti politique. Lui, il a dossier sur une vision, sur une idéologie, sur un projet de société, sur une couverture territoriale. Et c'est le travail pour avoir la masse dans la mouvance et le mouvement politique. Donc, tout ceci doit être travaillé, mais à travers une vision efficace et sérieuse des leaders qui comprennent exactement les rouages et les manières intimes des enjeux de notre développement. Avant de finir, de clore cette émission, mais j'aimerais que vous m'expliquiez un tout petit peu, expliquer également à nos téléspectateurs, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les médias internationaux, les journalistes qui viennent de l'étranger, qui déforment un tout petit peu l'information, bénéficient automatiquement du privilège de la part des chefs d'État, de la part des structures. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui explique cela? C'est le syndrome de Stockholm. Nous sommes là en plein dans le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est quoi? L'oppressé continue de penser que son bonheur ne viendra que du bourreau. Nous sommes là dans la continuité de la lecture qu'a fait Steve Biko avant sa mort, avant son assassinat dans une maison d'arrêt en Afrique du Sud. Que disait Steve Biko? Je réponds à votre question. Steve Biko disait que l'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur, c'est la mentalité de l'opprimé. L'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur, c'est la mentalité de l'opprimé.
Voilà des gens qui nous ont décimés pendant 5 siècles. Déportation, esclavage, colonisation, aujourd'hui néocolonisation. Mais on se plaît, on se complaît à aller à tout moment les appeler pour notre propre sauvetage. Et chaque fois que nous organisons des espèces de dialogues inclusifs et que cette presse vienne à couvrir des événements comme ceci, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on voit? Ils sont pris aux petits soins, on les amène ça et là, c'est eux qui sont encadrés, ils sont convoyés. Faites une lecture à l'inverse, allez-y chez eux, couvrir ou demander la couverture de tels événements. Vous ne serez même pas regardé, vous ne serez même pas crédité, vous serez presque chassé, vous serez regardé comme un malpropre. Donc il y a un problème psychologique. Il faut adopter une approche psychanalytique pour faire une lecture claire de ce genre de choses. Le nègre doit comprendre que son bonheur ne dépend pas du blanc. Le nègre doit comprendre que le blanc, l'occidental, n'a travaillé que pour lui jusque-là pour s'ériger en hégémon perpétuel. Il n'a aucun intérêt, je dis bien aucun, je souligne à 2 traits, aucun intérêt à ce que le noir... Il y a des financements, la Banque mondiale, vous avez la Grèce, vous avez la France, les États-Unis qui financent des projets de développement. J'espère, Floride, que nous aurons véritablement l'occasion de faire une autre émission sur ces institutions internationales. Et vous comprendrez que ces institutions, en réalité, ne sont que des sécules pour perpétuer, justement, l'hégémonique, le règne hégémonique de cet Occident-là. Donc, là n'est pas le débat. Je continue à vous répondre pour dire que il faut déconstruire les mythes. Il faut briser les psychés qui ont été ancrés dans nos têtes, dans nos esprits. Ces mythes sont tellement puissants qu'aujourd'hui, on a développé entre nous ce que j'aime souvent appeler le péril nègre. C'est pour cela que c'est facile d'aller organiser une sécession ou une partition au Soudan. Et qu'aujourd'hui, on parle du Soudan du Nord et du Soudan du Sud. C'est facile que le Katanga, en RDC, demande sa sécession. C'est facile de voir des Africains s'entretuer entre eux simplement parce qu'ils vivent des mythes et des psychés, des stéréotypes et des clichés que les autres sont venus les imposer et les manipuler au travers de ces choses. C'est d'ailleurs facile, et le constat est là. Qu'aujourd'hui, on voit un Congolais de Kinshasa qui traite le Congolais de Brazzaville, de fainéant. C'est facile de trouver le Congolais de Brazzaville qui pense que les Congolais de Kinshasa passent leur temps à danser. C'est facile de voir le Camerounais qui pense que le Gabonais est un jouisseur. Et c'est facile de voir le Gabonais qui pense que le Camerounais est un envahisseur. C'est facile de voir les Centrafricains penser que les Tchadiens sont un peuple belliqueux. Voilà nos mythes, voilà nos psychés, voilà nos petits péchés mignons que nous entretenons, mais qui nous ont été laissés en héritage par l'Occident pyromane et qui aujourd'hui voudrait être un pyromane pompier. Il faudrait que nos dirigeants qui continuent à entretenir et à laisser cours ces genres de situations comprennent que cette presse-là n'est pas là pour leurs beaux yeux. Cette presse-là arrive pour couvrir leurs cérémonies simplement pour aider les leurs à s'ériger en hégémon et simplement à utiliser ces leviers-là comme élément de chantage le moment venu pour les bazarder cela en leur disant si vous ne donnez pas tel, si vous ne signez pas tel contrat, on vous sortira cela comme une épée de Damoclès. Ce message s'adresse à nos dirigeants pour qu'ils comprennent que c'est très profond et que le mythe du syndrome de Stockholm dans lequel ils continuent à nous entretenir nous a fait trop de mal jusqu'à là et qu'ils se soucient véritablement de leurs instruments de communication qui sont les leurs et qui pourraient justement contribuer à servir les intérêts africains. Qui fait les chefs d'État dans notre environnement? C'est l'Occident.
Et pour que l'Occident soit capable de le réussir, il a besoin d'avoir le support médiatique. Ces supports viennent. Et puisque ceux qui aspirent à échouer à la tête de nos États espèrent justement être positionnés par ces gens, ils doivent ménager l'instrument de communication qui arrive pour couvrir les mascarades qu'ils organisent ici. Vous parlez des célébrations des indépendances, des choses comme ça, c'est des histoires qui n'ont aucune consistance, aucune substance. Donc ils savent très bien qu'il faut les ménager. Vous n'allez pas changer un chef d'État, le média. Vous savez que le premier levier de marketing d'un pays, c'est la presse. Alors si la presse est clochardisée, ce que vous appelez les subventions à la presse deviennent plutôt des aides à la presse, ça devient un problème. Donc vous n'avez pas la possibilité d'avoir une presse responsable qui sache comprendre, puisqu'elle doit participer justement au développement de la nation à travers l'information qu'elle donne, puisque la presse doit donner à 3 missions, c'est-à-dire informer, éduquer et divertir. Mais divertir ne devant pas se confondre avec son synonyme distraire, qui signifie parfois tromper. Donc il faut que pour que cette presse soit efficace, il faut bien qu'on ait la stabilité des politiques publiques. Mais pour qu'on ait une stabilité des politiques publiques, nous devons avoir à la tête de ces États des individus qui sont l'émanation profonde et exclusive des populations. Mais puisqu'ils vont chercher la légitimité à l'extérieur pour venir mettre à mal parfois leurs compatriotes, envoyer des milliers de compatriotes au cimetière pour échouer à la tête de l'État, eh bien, ils seront redevables des mécanismes qui les ont conduits au pouvoir. Et ces mécanismes, c'est quoi? C'est l'Occident et les supports médiatiques que ces Occidentaux utilisent pour pouvoir faire la promotion de leur arrivée au pouvoir. Et donc, c'est pour ça qu'il est clairement compréhensible que la presse africaine ou locale soit délaissée au bénéfice de la presse occidentale. Voilà, merci à Patrick, merci à David. Cette émission est terminée. Merci d'avoir bien voulu faire quelques analyses sur les travaux du dialogue national ici au Congo-Brazzaville. Nous avons également fait le point sur les événements politiques sur le continent africain. Merci à vous également de nous avoir suivis. Portez-vous bien, à très bientôt avec le même plaisir.